Siyata Dishmaya, Masechet, Baba Metzia Daf Samechet, nous commençons Daf Samech Zain, Amud Bet, 15 lignes avant la fin, ou 2 points, Pshita. Pshita Beatra de Mesalke. Nous allons reprendre cette sugya de Mashkanta que nous avons vu, Beatra de Mesalke, Beatra de lo Mesalke. Le principe de Mashkanta est le suivant. Reuven prête de l'argent à Shimon. Et Shimon lui laisse un terrain, Mashkanta engage. Donc dans le cas où il mange une partie des fruits de cette Mashkanta, nous avons vu que c'est un problème de ribit, c'est avak et ribit, étant donné qu'il n'avait pas prévu depuis le début, mais c'est quand même considéré comme du ribit. Y a-t-il moyen de manger ces fruits? Donc là, la Gemara nous a expliqué qu'il y a deux moyens, comme nous le verrons, c'est-à-dire benechiyata, en enlevant une partie de la dette, en déduisant une partie de la dette, donc fixée par an, on va déduire de la dette tant, et peu importe combien il consommera, et nous avons vu aussi la différence dans un endroit des mesalke ou de l'homme mesalke, ça c'est pour un endroit des mesalke. Dans un endroit de l'homme mesalke où pendant toute cette période il ne peut pas lui rendre son argent, nous avons vu que c'est considéré comme une mechira, comme une vente, et là il n'y a pas de problème de ribit. Une fois cette période terminée, là nous avons vu qu'il y avait plusieurs possibilités. En général, les gens disaient, si je ne te rembourse pas d'ici tant d'années, on va dire 3 ans, comme le cas de la Mishnah, bien ce terrain t'appartiendra. La halva'a, le prêt était de 100, la mashkanta, c'est-à-dire le terrain vaut 200. Il lui dit, si d'ici 3 ans je ne t'ai pas remboursé, tu pourras garder tout le terrain. Nous avons vu que ceci dépend du din de Asmarta, est-ce que Asmarta Kanya, Asmarta Lokanya. Et nous avons vu dans la Gemara par la suite qu'il y avait 2 sortes de mashkanta, dépendait un peu des endroits. Mashkanta Beatra de Mesalke. Beatra de Mesalke, c'est-à-dire dans un endroit où on a l'habitude que lorsque Shimon a de l'argent et vient rendre l'argent, le prix de la dette, à ce moment-là, Reuven lui rend le terrain, même dans les années de Mashkanta. Ils avaient fixé, je te rembourse d'ici 3 ans. Donc pendant 3 ans, nous avons vu que Reuven pourra manger les fruits de ce terrain. Et nous avons vu aussi que Beatra de Mesalke, où Shimon peut rembourser, reprendre le terrain, même pendant les 3 ans. Beatra de lo Mesalke, c'est que pendant ces 3 ans, Shimon ne peut pas rendre le terrain. Ça, c'est le din donc de Mashkanta. On avait vu aussi que dans le din de Mashkanta, il n'avait pas fixé qu'il allait manger les fruits en tant que ribit. Il a juste dit Mashkanta, juste je te laisse le terrain. Et nous avons vu qu'il pouvait, dans ce cas-là, manger les fruits. Aussi, tout ceci est une longue machloket. La Gemara nous avait parlé aussi de Mashkanta Beatra de Mesalke que l'onichol est la benechiyata, c'est-à-dire qu'un homme ne peut manger les fruits de la Mashkanta seulement s'il va déduire le prix des fruits qu'il va manger, il va déduire de la dette. Donc il va prendre une somme fixe, c'est-à-dire je vais manger les fruits de toute l'année et je vais enlever tant à la dette. D'une certaine manière, je ne suis pas sûr de manger autant de fruits que le prix qui a été décidé. On fixe un prix, il va peut-être manger autant de fruits, peut-être qu'il en mangera plus, peut-être qu'il en mangera moins. Donc nous avons vu qu'il n'y a pas de problème de ribit dans ce cas-là, puisque il n'est pas sûr non plus de manger plus de fruits que ce qu'il a décidé. Donc dans ce cas-là, c'est permis. Nous avons vu que même un Talmid Chacham, aflu benechiyata lo nichol, qu'un Talmid Chacham, même s'il va déduire une certaine somme par année, il ne pourra pas, il ne vaut mieux pas manger. Pourquoi? Puisque, Rachid nous avait expliqué, le Talmid Chacham doit se sanctifier même dans ce qui est permis. Nous allons reprendre quelques notions là tout de suite. La Gemara nous rapporte ici Pshita, qu'il est évident. Beatra de Mesalke.
Dans une ville où on a l'habitude, dans un endroit où on a l'habitude que si Shimon, pendant les années de la Mashkanta, a de l'argent et vient rembourser Réhouven, eh bien, Réhouven est obligé d'accepter l'argent et de rendre le terrain à Shimon. Nous avons vu que si Atrad Mesalke Ve'amaril dit l'homme mistalakna, Réhouven dit dès le début, attention, si tu as de l'argent pendant ces années-là, je n'accepte pas que tu me rendes l'argent et que tu reprennes le terrain. Là nous dit la Gemara, c'est évident que Aka Amar de l'Omistalakna, qu'il a posé cette condition, il a dit, je ne veux pas sortir du terrain. Donc il ne pourra pas le faire sortir, puisque Rachid nous dit que c'est comme une sorte de... Lorsqu'il a donné, c'est comme s'il a acquis le terrain. De cette manière, c'est comme une vente, une sriroute, en fonction du tnaï. Donc là aussi, puisque la condition était « je ne suis pas prêt de partir », eh bien il ne pourra pas le faire sortir. Et là, demande l'Agma Be'atra de l'Omesalke, dans un endroit où l'habitude est que si Shimon a de l'argent, il ne peut pas reprendre le terrain dans les 3 ans, dans les années qui ont été fixées. Ve'ama. Mais au moment où il a emprunté, Réhouven a dit mistalakna, c'est-à-dire si tu as de l'argent, je suis prêt à sortir. Maï, quel est le din? Est-ce que tsarich le miknamine ou lo? Est-ce que Shimon se doit de faire à Réhouven un kinyan, un acte, non pas cette fois-ci d'acquisition, mais d'engagement, ou ce n'est pas nécessaire? Est-ce que sans cet acte, ce kinyan, sans cet engagement par un kinyan, ce ne sont que des paroles? Et donc c'est pour cela qu'il faut faire un kinyan, sinon il peut dire non, je garde le minag de l'endroit, ou bien le fait d'avoir dit ainsi au moment du prêt, c'est suffisant. Rav Papa amar lo tzarich le miknamine, Rav Papa dit non, ce n'est pas nécessaire de faire un kinyan, Rav Shedber Ravidi amar tzarich le miknamine. Vil cheta ela alachan unilagma tzarich le miknamine. Il faut que Shimon fasse faire à Réhouven un kinyan qui sera donc l'engagement de Réhouven de rendre le terrain au cas où Shimon a de l'argent. La Gemara continue, nous donne un autre din. Amar izil vaïte zouzé. Si Shimon, au milieu de cette période, lui dit je vais aller chercher l'argent, ne mange plus de fruits. Ça y est, arrête-toi. Eh bien, lo achil. Réhouven doit s'arrêter de manger. Étant donné que l'argent est prêt, et que nous sommes dans un endroit des Mesalke où il peut rendre l'argent, et Réhouven va arrêter de manger les fruits, donc là, étant donné qu'il ne faut juste que aller chercher l'argent, Réhouven doit s'arrêter de manger. Mais si Shimon lui dit, Izil va atrach, je vais aller, je vais chercher, me fatiguer, va été zouzé, j'amènerai de l'argent, là nous avons une marloquette. Ravina amarachil, Ravina dit, il peut continuer à manger tant qu'il n'a pas apporté d'argent, Marzoutra verdra Maria marlo achil. Et Marzoutra dit non, lo achil, il ne mange pas, étant donné que l'argent n'est pas prêt. Vil cheta la halacha lo achil, qui ne mangera pas dans ce cas-là. C'est comme si l'argent était là, bien qu'il doit aller chercher l'argent. Étant donné qu'il lui a dit, je t'amène l'argent. Rav Kana ve Rav Papa ve Rav Ashi lo achle benechiyata. La Gemara nous dit que Rav Kana, Rav Papa et Rav Ashi, ces 3 chachamim ne mangeaient pas les fruits d'une mashkanta, même benechiyata, lorsque on enlevait une certaine somme pour chaque année où ils mangeaient ces fruits, et ils enlevaient une partie de la dette. Mais Ravina achil benechiyata. Ravina lui mangeait benechiyata. C'est vrai que c'est assez étonnant, puisque plus haut nous avons mentionné que Tsurba miderabanan aflu benechiyata lo nichol. Les Chachamim nous ont dit qu'un Talmid Chacham se doit de, même benechiyata, de ne pas manger. Comment se fait-il que Ravina a pu manger des fruits en enlevant une partie de la somme? C'est la question que pose ici Tosfot. Et Tosfot répond, c'est assez étonnant que Ravina ne voulait pas se considérer comme un Talmid Chacham, mais pas dire, ne voulait pas l'itol et Hachem, c'est-à-dire prendre ce nom, dire moi je suis un Talmid Chacham, donc je ne peux pas faire une telle chose. Donc par modestie, Ravina n'a pas voulu se considérer comme un Talmid Chacham. La Gemara continue, Amar Marzoutra. Marzoutra nous dit, Maïtama de manach de achil benechiyata. Quelle est la raison de celui qui permet de manger des fruits
Benechiyata, donc d'une mashkanta, en enlevant une certaine somme chaque année. Nous avons une preuve du pasuk midé de ave asadeh achouza, de la même manière que nous avons vu à propos du sadeh achouza, c'est-à-dire sadeh achouza, un homme qui a reçu un terrain en héritage, donc c'est l'héritage de ses parents, et il a offert ce sadeh achouza au Beth Amikdash et il vient le racheter. Lorsqu'il vient le racheter, la Torah nous dit, en fonction des années qu'il reste jusqu'au Yovel, il y a une certaine somme. C'est-à-dire la Torah fixe la somme de ce terrain jusqu'au Yovel. C'est, comme nous dit Rashi, 50 shekel pour Bet Zera Chomer Seorim pour 49 ans, ce qui nous donne un Sela et un Pundion par année. Et donc nous dit l'Agma Sadeh Achouza pour un tel champ, là va falgav de Kachil Peretuma. Bien que le Hekdesh va manger les fruits de ce champ lorsque ce champ est chez le Hekdesh, et il va manger beaucoup de fruits, bien plus que la somme d'un Sela et d'un Pundion, et pourtant à Marhmana, la Torah a dit que Parik la Be'arbazouzé, il peut par un Sela racheter, donc le prix du terrain est par année d'un Sela, alors qu'en vérité on voit que le Hekdesh va pouvoir manger même beaucoup plus de fruits. Eh bien, à Haname ici, l'Oshena, on dira que c'est la même chose, que étant donné que lorsque celui qui a prêté prend le champ et a accepté de fixer telle somme par année, et il ne sait pas est-ce qu'il aura autant de fruits ou pas, ceci est considéré comme une vente et donc comme le rachat d'une vente de cette manière, et c'est permis. Au mande Assam, mais celui qui interdit, Amarlecha te répondra, Sadeh Achouza Hekdeshi. Sadeh Achouza c'est différent, parce que tu as offert au Beth Amikdash ton champ. Rachamana ukmer pidion. La Torah nous permet de faire un pidion, de le racheter. Alors que, ici, halva'a, c'est une halva, c'est un prix ou mirze kiribit, et ceci peut paraître comme un intérêt, étant donné que il va peut-être manger plus de fruits que la somme qui va être déduite de la halva. Hamar Ravashi poursuit, nous dit Amourli, Sabé de Mata Marcia. Ravashi rapporte que les sages, les vieillards de cette ville de Mata Marcia, ont dit que Stam Mashkanta Shata. Qu'en général, une Mashkanta, c'est-à-dire lorsqu'on laisse en dépôt un terrain, c'est pour une année. Les Maïnaf Kamina, demande la Gemara, quelle est la conséquence de cette halakha d'une année? Pour nous dire, Diachid la Shata Matse Mesalekle. Veilo lo Matse Mesalekle. C'est-à-dire que si il a mangé une année, il peut le faire sortir, mais s'il n'a pas mangé une année, il ne pourra pas le faire sortir au milieu de l'année, étant donné qu'il n'a pas encore terminé une année. Rachid nous dit, même dans un endroit où, si Shimon a de l'argent, il peut reprendre le terrain. Vama Ravashi rajoute une diamouli de Mata Marcia. Les sages de la ville de Mata Marcia m'ont dit, Maï Mashkanta. Que signifie le terme de Mashkanta? Pourquoi c'est appelé Mashkanta? Des Shruna Gabé. C'est-à-dire des Shruna Gabé, lui, il est le plus proche de... C'est-à-dire c'est comme lui le voisin le plus proche de ce terrain. Les Maï Nafkamina, les Dina de Bar Matzra. Quel est le Nafkamina par rapport au din de Bar Matzra? Lorsqu'un homme vend un terrain, il ne peut pas vendre le terrain à qui bon lui semble. Il y a d'abord une priorité pour tous les voisins. Si un voisin veut acheter le terrain, il est prioritaire sur un étranger. Eh bien, lorsque, ici, le lové décide de vendre le terrain qu'il a laissé en mashkanta, le voisin le plus proche, c'est en vérité ce Réhouven qui lui a prêté de l'argent, et donc il a un droit de priorité. Amar Rava nous dit il cheta. La halakha n'est pas lo ketarche papunae, ni comme le tarché de Rav Papa, que la Gemara nous avait rapporté. Je rappelle que Rav Papa, lui, fabriquait de la mehia, l'alcool de date, et l'habitude était la suivante pour Rav Papa, c'est qu'il vendait au mois de Tishri, lorsque la liqueur se vendait à un prix assez faible, il vendait cette liqueur, il donnait la liqueur, mais il prenait l'argent qu'au mois de Nissan, au prix de cet alcool au mois de Nissan.
Et donc Rav Papa avait dit, je pense qu'il n'y a pas de ribit, étant donné que d'un côté je n'ai pas besoin d'argent et que mon alcool peut rester tranquillement chez moi. L'alcool ne va pas s'abîmer. Donc Rav Papa me dit, si vraiment il veut, il pourrait attendre jusqu'au mois de Nissan. Donc d'après Rav Papa, il n'y avait pas de ribit. Et Rava nous dit, la halakha n'est pas comme cette tarsha de Rav Papa. Velo keshtare mechouznaï, ni comme les shtarot des habitants de Mechouza. Nous allons voir par la suite. Velo kechachire narshae, ni comme les chachirot de Narshae, que la Gemara nous rapportera aussi tout de suite. Donc ketarche papunae, c'est-à-dire ketarsha de Rav Papa. Comme tarsha de Rav Papa que nous avons vu, Daf Sameche, Rav Papa tranche qu'on ne peut pas, il y a là un problème de ribit. Shtare mechouznae, ni comme le shtar des habitants de Mechouza. Pourquoi? Des akfela, l'ervacha akarna, vekatve le beshtara. C'est-à-dire, nous explique Rashi, ils achetaient de la marchandise de plusieurs particuliers et ils donnaient ensuite à des commerçants aussi ce qui allait revendre. Et il y avait ils avaient convenu ensemble qu'ils recevraient la moitié donc des bénéfices et ils évaluaient tant et tant de bénéfices et la moitié du bénéfice, donc cet agarim devait donner aux habitants de Mechouza, était marqué dans le keren, c'est-à-dire si la pragmatia, c'est-à-dire cette marchandise, avait été évaluée à 1000 et que les bénéfices avaient été évalués à 200, il devait recevoir la moitié des bénéfices, et donc 100. Donc il écrivait dans le shtar au tagar, au commerçant, nous t'avons donné l'équivalent de 1100. À telle date, tu devras nous donner 1100. Et ceci est considéré comme un ribit. Pourquoi? Dit la Gemara, mi yemar d'aver evacha, qui nous dit qu'il va y avoir effectivement un tel bénéfice. Peut-être qu'il n'y aura pas de bénéfice si important, on ne fait pas la somme de 200. Et donc en vérité, ils ont donné l'équivalent de 1000 et ils vont récupérer 1100. Amarle mar baramimar le ravashi. Mar barama de ravashi. Abba avidachi. Pourtant, Amimar, mon père, avidachi, agissait ainsi. Mais lorsqu'ensuite, il venait chez lui, donc les commerçants venaient dire, on avait pensé qu'il y allait avoir un bénéfice de 200. Et donc, 100 pour nous, 100 pour toi. Il n'y a pas eu un bénéfice de 200. Il y a eu un bénéfice que de 100. Donc, tu ne dois recevoir que 50. Et bien, mon père leur faisait confiance. Et il ne réclamait que 50 comme bénéfice. Donc, même si c'était marqué dans le shtar qu'il devait donner 1100, mais en fin de compte, il ne prenait qu'en fonction du bénéfice. Amarle, il lui a dit, Tinach echad iteledide. Il dit, ce que ton père faisait, Ravashi répondit, ce que ton père faisait, ceci ne pose pas de problème si ton père est encore vivant au moment où ils viennent le rembourser, puisque lui il se rappelle, lui il leur fait confiance, mais Ishachiv, si ton père venait à mourir, Venafal shtara kameyatme, Maï, et que le shtar viendrait dans les mains des yitomim. Mais quel aurait été le din? Est-ce que les yitomim auraient pu faire confiance au tagarim? Ils auraient dit, mais c'est marqué 1100, vous nous devez 1100. Cette parole de Ravashi qui a été donc lancée, veut dire sans faire exprès, comme dire, si ton père venait à mourir à causer la vie de Amimar, comme dit l'agma keshgagash, yotse mifna shelit, comme une erreur qui est sortie du gouverneur, Venach nafshe de Amimar, et Amimar est décédé. Par cette parole, si ton père venait à mourir, et il est effectivement mort. On voit combien il faut faire attention à toute parole. Et la Gemara continue, le dernier point, sur lequel la halacha n'est pas comme Chachire Narshae, comme c'est Chachirim, principe de Chakirut, c'est, nous explique Rashi, celui qui prend le champ de son ami, il dit, je te donnerai une certaine quantité, 10 korim, non pas en fonction du pourcentage de la récolte, de la production, mais quelque chose de fixe, tant de corps par année, et peu importe combien la terre donnera, si la terre donnera beaucoup ou peu, il sera obligé de donner une telle somme, une telle mesure de récolte. Et qu'est-ce que faisaient les Chachire Narshae? Des Katveachi, puisqu'ils écrivaient ainsi, donc Rachid nous explique, c'est-à-dire que les particuliers prêtaient leur argent
aux pauvres contre les terrains des pauvres, et ensuite il donnait aux pauvres le terrain en leur disant vous allez travailler le terrain et vous allez nous donner tant et tant par année. Et ils écrivaient dans le Shtar de Kadveachi Mashkan le plania ar'e le plania. Donc un tel Plouni a laissé en mashkon, c'est-à-dire en gage, son terrain à un tel, en dette, donc en mashkon de la dette. Donc on va dire que, toujours on va garder les mêmes noms, Shimon a emprunté à Réhouven. Donc Shimon a laissé son terrain en gage à Réhouven, ve'adach remine. Et ensuite, Shimon a repris le terrain de Réhouven. Shimon va travailler le terrain toute l'année et il devra donner à Réhouven tant que le terrain donne une grosse production, une petite production. Et donc, quel est le problème? Emat Kena'a de Akne. À quel moment celui qui a prêté Réhouven a acquis ce terrain pour pouvoir ensuite d'Akne pour le donner en tant que Chakerut? Puisqu'il n'a pas acquis le terrain, donc en vérité, le terrain ne lui appartenait pas. Comment il peut prendre le terrain et ensuite le rendre, lui dire tu vas être rocker mon terrain? Ce n'est pas ton terrain, c'est mon terrain que je laisse en gage chez toi. Et donc là, c'est un véritable ribit, nous dit Rashi, puisque même si le terrain ne donne pas de fruits, Shimon qui a emprunté se devra donc de donner telle ou telle quantité. Donc Réhouven a prêté de l'argent, Réhouven récupérera son argent et en plus, il va récupérer la quantité de récolte qui a été prévue. Donc ça c'est interdit, c'est un problème de ribit, c'est ce que nous dit ici la Gemara Rava, que la halacha n'est pas non plus comme les chakiré de cette ville-là de Narshaï. Vaïdna de kakadve achi. Mais aujourd'hui, où on écrit ainsi, kanina mine, on a acquis de lui, c'est-à-dire Réhouven qui a pris le terrain de Shimon en tant que mashkon. Réhouven l'a acquis, et Shahina kama idane, et il l'a gardé un moment chez le malvé. Donc le malvé l'a gardé, il a mangé, comme nous avons vu, benechiyata, c'est-à-dire il prendra les fruits et il déduira une certaine somme de la dette. Et ensuite, ve'adar chaché, ensuite il l'a donné à Shimon qui a emprunté. Ceci est permis, pour ne pas fermer la porte devant ceux qui viennent emprunter, puisque celui qui vient emprunter, parfois n'a pas d'autre choix que de laisser son terrain, et souvent ensuite le terrain ne va pas être abandonné toute l'année. Donc Réhouven préfère le rendre à Shimon, et donc pour cela il n'y a pas, donc on dirait l'agma, il n'y a pas de problème de ribit, mais l'agma conclut que non, velav miltahi, ceci n'est pas juste, puisque même si il l'a laissé un moment chez Réhouven, ça reste un ribit, puisque nous dit Rashi, là nous n'avons pas de doute. Est-ce que le terrain va produire ou pas, puisque dans tous les cas, il est obligé de donner telle ou telle somme, et donc c'est un problème de ribit. Rashi rajoute pourquoi on pensait que c'était donc valable d'agir ainsi, étant donné que Réhouven qui a pris le terrain a commencé à manger une partie du terrain, donc peu importe si c'est lui qui travaille dans le terrain ou si c'est un autre qui travaille, mais malgré tout la Gemara nous dira que lav miltaï. On continue avec une nouvelle Mishnah, Moshivim Chenvani le Machatzit Sachar. On ne pourra pas laisser un épicier, Chenvani le Machatzit Sachar, faire asseoir un épicier le Machatzit Sachar. C'est-à-dire, nous explique Rashi. Un balabait, en particulier, dit à un épicier, voici des fruits qui sont vendus au marché 4 CA pour un CELA, donc 4 mesures pour un CELA. Toi, tu vas les vendre dans ton magasin, petit à petit, et tu vas en vérité récupérer un CA, puisque tu vends l'équivalent de 3 CA pour un CELA. Donc le bénéfice sera d'un CA, puisque tu vends au fur et à mesure, tu ne vends pas d'un coup. Alors le balabait lui propose la chose suivante, tu vas prendre les fruits, tu vas les vendre doucement, et le bénéfice, le CA, on se le partage. Ceci ne peut pas se faire. Rashi nous explique que ceci est considéré comme une iska qui est rapportée d'Afkoufdalet, que nous verrons Bezrat Hashem, où une telle iska, une telle affaire est en vérité moitié milva, moitié picadon. Il y a sur la moitié de la marchandise une responsabilité à 100% de celui qui la prend. Donc c'est considéré comme une milva. Quoi qu'il arrive, il devra rembourser, c'est comme un prêt.
Et l'autre moitié, c'est un picadon, c'est-à-dire il le laisse en dépôt. Malgré tout, étant donné que ils vont partager les bénéfices, le problème est le suivant, c'est que pourquoi le Chenvani va s'occuper de la moitié de la partie du Balabait qui est un picadon, qui est laissé en dépôt chez lui. Pourquoi va-t-il essayer de la vendre? Ce n'est que parce que le Balabait lui a donné aussi un prêt. Donc, puisqu'il a laissé un prêt, donc il va travailler gratuitement sur l'autre partie. Et ceci est interdit puisqu'il y a un problème de ribit. Donc le seul moyen que nous allons voir, c'est imken noten lo scharo kepoel, c'est-à-dire que le balabait devra donner au Chenvani un salaire, malgré tout, pour avoir travaillé, avoir vendu, fait du commerce, avec la deuxième partie, qui est la partie de picadon qui a été laissée en dépôt chez lui. De même, nous allons voir, velo iten maot likarbaem perot, il ne pourra pas donner de l'argent pour acheter des fruits, des machatsit sachar pour la moitié du bénéfice, puis cet argent aussi va être chetzi picadon, chetzi alva. Sauf s'il lui donne un salaire pour kepoel comme un ouvrier, c'est-à-dire sur la moitié qui est picadon, puisque sur la moitié qui est alva'a, qui est un prêt, il travaille pour son compte. Il travaille pour son compte. Là, on ne peut pas, on ne lui reproche rien, c'est sur l'autre, et pourquoi il travaille sur l'autre côté? Il travaille sur l'autre, sur le picadon, ça c'était parce qu'il a reçu de l'argent, donc c'est le ribit, donc il faudra le payer pour son travail. De même, on ne pourra pas, celui qui a, nous dit Rashi, des œufs, il ne peut pas donner les œufs à celui qui a une poule, pour que cette poule puisse mettre ses œufs et élever des poussins. Et que bien sûr, une partie des poussins, du sachar, de ce qu'ils recevront, sera partagée. Puisqu'il va lui évaluer aujourd'hui les œufs, il va dire je te donne tant d'œufs, ça vaut tant, tu les gardes, ta poule va couver les œufs, ensuite nous aurons des bénéfices puisque on fait grandir des poussins et on partagera la différence, c'est-à-dire la différence entre les poussins, le prix des poussins et le prix des œufs. Et ceci est aussi interdit, pourquoi nous dit Rashi, puisque c'est toujours le même principe, il y a une partie sur la moitié sur laquelle celui qui reçoit les œufs prend une responsabilité à 100%, c'est ce qu'on appelle une milva, comme s'il emprunte pour rendre, et il y a une autre partie qui est comme un picadon. Et donc sur la partie de picadon, pourquoi il va donc élever la partie qui est picadon, si ce n'est que en tant que ribit de l'autre partie qui est alva'a. Donc c'est pour cela que la Mishnah nous dit on ne pourra pas faire asseoir une des tarnégolim, donc les merza, pour partager les bénéfices, venchamim agalim siachim les merza. De même, un homme qui va donner à son prochain des veaux ou des petits ânes pour les élever, pour les faire grossir, grandir, et dit on partagera les bénéfices. On va évaluer aujourd'hui combien vaut cette petite bête, ce veau. Ensuite, tu vas donc les engraisser, les élever, et la différence entre le prix d'aujourd'hui et le prix que nous obtiendrons par la suite, on partagera. Là aussi, c'est le même principe, puisqu'il reçoit une partie en tant que milvan, une partie en tant que picadon. Nous verrons pourquoi, à l'époque, il partageait de cette manière, aussi pour assurer au moins le capital de moitié. Et donc là, nous avons aussi le même problème de ribit. Sauf s'il lui donne un salaire pour son travail sur la partie qui est picadon et aussi ce que les bêtes ont besoin de manger. Aval megadlim agalim usiachim les merza, mais la Mishnah nous permet d'accepter des petits veaux ou des ânes, les merza, c'est-à-dire, nous explique Rashi, c'est qu'on n'évalue pas aujourd'hui le prix du veau, et que si le veau meurt, donc il ne devra rien payer, et si malgré tout il vit, donc il n'y a aucune responsabilité de la part de celui qui accepte, il n'y a pas de partie de alva'a, et là ils pourront partager les bénéfices. Et ils les feront grandir jusqu'à ce que le veau arrive à un tiers de sa maturité,
Vechamor, elan, achete toenet, jusqu'à ce qu'il puisse porter. Ça, c'était donc le minag de le laisser jusqu'à ce stade-là, et ensuite il devait partager. Alors la Gemara nous reprend et nous dit ce que nous avons permis, donc donner à un commerçant moitié picadon, moitié alva'a. Ce n'est qu'à condition de lui donner un salaire pour son travail, dit la Gemara kepoel. Et la Braïta nous dit Tana kepoel batel, comme un poel batel, c'est-à-dire combien un homme veut recevoir pour être assis et ne rien faire. Demande la Gemara Maï kepoel batel, signifie combien un homme veut recevoir pour assis et ne rien faire. Au contraire, il travaille ici, puisqu'il doit aller amener les fruits dans son magasin, les vendre, prendre l'argent, peser. Alors la Gemara nous dit Amarabaye kepoel batel shel otam melacha, des batel mina. C'est-à-dire que si cet homme-là, ce Khenvani, était, par exemple, forgeron, ou il était menuisier, qui est un travail qui lui demande un effort physique, on lui demande combien tu es prêt à prendre, c'est-à-dire pour ne pas te fatiguer et faire le travail d'un Khenvani qui est un travail plus simple. Ça, c'est donc la différence qui est payée. Puisque ce travail-là du poel batel, il n'est pas batel le Khenvani. Donc on va dire, il est batel par rapport à un travail physique qui est plus fatigant. Et donc c'est là la différence qu'on pourra ainsi évaluer combien vaut le travail d'un Khenvani qui va se fatiguer à prendre les fruits, les peser et les vendre. Et l'Agma nous dit, Vetsricha, et nous avons besoin dans la Mishnah de préciser tout cela, de nous parler du cas du Khenvani et de celui qui prend les fruits. Ritana Khenvani, puisque si on nous avait enseigné le digne du Khenvani, c'est-à-dire de l'épicier, j'aurais pu dire Khenvani ou les sagles qui poel batel. Le Khenvani, ça lui suffit ce paiement de poel batel, mais je ne la fiche tirée parce qu'il n'y a pas une grande fatigue. Aval, maot, likarbaim perot, mais lorsqu'on lui donne de l'argent, qui est le deuxième cas de la Mishnah, pour acheter des fruits, des nafish tirés, où là il y a une grande fatigue, il faut aller se déplacer, chercher des fruits, acheter des fruits, il a mal au sagle qui poel batel, que peut-être là, le salaire n'est pas suffisant jusqu'à poel batel, il faut lui donner plus. Inversement, si on nous avait dit que pour accepter de l'argent, pour acheter des fruits, il faut recevoir kepoel batel, avamina tamudeba kepoel batel, j'aurais pu dire là-bas, il faut au moins kepoel batel, mishum de nafish tichet, parce qu'il y a une grande fatigue, aval renvani de le nafish tichet, renvani puisqu'il n'y a pas une telle fatigue, et masagele bemachou, peut-être suffisant de lui donner un tout petit salaire, be'alma, d'afilu lotaval imo, que même si le propriétaire donc de ces fruits avait avec le Khenvani, ils avaient pris un petit repas ensemble, ils avaient juste trempé la bétsir dans un tir, c'est-à-dire une sorte de jus de poisson, et trempé leur pain ensemble, la grogretachat, il n'a mangé qu'une figue. J'aurais pu croire Zeus Raro que ceci est suffisant, mettant le salaire du Khenvani pour le travail qu'il fera sur la partie de Pikadon. Donc Tzricha la Mishnah nous dire que non, il faut Kepoel Batel dans les deux cas. Tanura Banan, la Gemara poursuit avec une braïta. Kamahu Secharo. Combien est son salaire? Combien doit-on donner un salaire à celui qui fera cette melacha que nous avons vue? Ben Meroubé, Ben Moa, dit Rab Meir. D'après Rab Meir, que ce soit beaucoup ou peu. Rabbi Uda Omer, Afilo Tavalimou la Betsir. Rabbi Uda nous dit, même s'il n'a juste trempé avec lui que dans un jus de poisson, Velo Achalimou la Grogretachat, il n'a mangé avec lui qu'une figue, Zeus Raro, ceci est suffisant pour que ce soit considéré comme son salaire. Rashi nous dit que Rabbi Uda est un peu plus mekil que Rabbi Meir, puisque pour Rabbi Meir, il faut décider un salaire. Donc ce qu'il acceptera comme salaire, que ce soit beaucoup ou peu, c'est suffisant. Pour Rabbi Uda, il n'est même pas nécessaire de fixer un salaire, il faut qu'il lui ait donné quelque chose, que celui qui donc donne les fruits au Khenvani ait pu faire profiter de ses biens, même de lui avoir fait tremper un peu de pain dans un jus de poisson, c'est suffisant, c'est le salaire. C'est pour cela que le Khenvani continue de travailler sur la partie qui est Pikadon et qu'il n'y a pas de ribit par rapport à la halva'a. Rabbi Shimon ben Yochai yomen noteno scharo meshunam. Rabbi Shimon ben Yochai, Rajbi lui dit qu'il faut donner scharo meshunam, c'est-à-dire le prix que nous avons vu dans la Mishnah, kepoel batel, le prix qu'un homme accepte de prendre. Tanu Rabanan, la Gemara nous rapporte une braïta. En shamin lo et aizim lo et arichalim. On ne va pas évaluer ni les chèvres, ni les brebis. Vélo, c'est-à-dire évaluer
voici le prix de la chèvre, voici le prix de la brebis. Et ensuite, partager les bénéfices comme nous l'avons vu. Et de même, toute chose qui, c'est-à-dire qui ne produit pas et qui mange, ça on ne va pas fixer, mais évaluer le prix de la bête, les merza, pour ensuite partager les bénéfices. Nous allons bien sûr tout de suite expliquer. Rashi nous dit, mais si c'est osé veochel, comme par exemple une vache qui mange mais qui produit puisqu'elle laboure, un âne qui consomme, qui mange mais qui porte, leur travail sera le salaire de la fatigue de l'élevage et leur repas. Rabbi Yosef Rabbi Yuda Omer, Shamun et Taïzim Pnei Shecholvot. Rabbi Yosef Rabbi Yuda dit non, on peut évaluer les chèvres, étant donné que les chèvres donnent du lait. Donc il pourra prendre le lait comme paiement pour la partie de picadone qu'il a reçue et sur laquelle il va s'occuper dans l'élevage. Vetarechalim peut prendre les brebis Pnei Gozezot, parce que on peut prendre la laine, de plus shotfot, c'est-à-dire lorsqu'elle passe dans le fleuve de l'Irachi, l'eau enlève un peu de la laine, et donc cette laine peut être récupérée, ou mortot, et aussi ou mortot, c'est-à-dire lorsqu'elle passe entre les ronces, il y a aussi des déchets, des peaux de laine, qui seront pour celui qui va élever la bête comme paiement. Vetartar negolet, on peut aussi accepter, donc évaluer la poule, mipnei sheyosa veochel, étant donné qu'elle produit et elle mange, donc il y a des œufs. Vetanakama, la Gemara poursuit, pose une question, mais comment se fait-il que Tanakama n'accepte pas qu'on puisse évaluer la chèvre pour ensuite donc partager les bénéfices? Donc comme nous avons vu, qu'il y ait moitié alva'a, donc moitié une responsabilité à 100%, moitié que ce soit un picadone, et qu'ensuite il partage les bénéfices, puisqu'après tout, quel est le problème? Étant donné que, comme nous a dit Rabbi Yosef Rabbi Yuda, il pourra prendre le lait, il pourra prendre la laine, celui qui reçoit la chèvre ou la brebis, et donc il se fera payer sur la partie qu'il va élever par cette laine et ce lait. Et donc la question de l'agma est Tanakama, est-ce que la laine et le lait ne suffisent pas? Ne savent pas qu'il sera ramalo ou mzono. Après tout, c'est certainement suffisant. L'agma répond Begiza vechalaf kulal mal obligé. En vérité, si le propriétaire de la bête accepte de ne pas partager la laine et le lait, mais de laisser cela entièrement à celui qui va élever la brebis et la chèvre, là, le kulal mal obligé, d'après tout le monde, il n'y a pas de marloquette que c'est permis. Qui pliguait la marloquette, c'est Benisyobe vetotare. Leur marloquette, c'est lorsque celui qui va élever la bête ne va recevoir que Nisyobe, c'est une dirachi du petit lait. Vetotare, c'est lorsque on va laver la bête, lorsque la bête, la brebis, va rentrer dans le fleuve et qu'il va y avoir juste quelques dépôts ou ce qui va rester sur les ronces. Est-ce que ceci est suffisant? Tanakama savoir la Rabbi Shimon ben Yochai d'Amanotan Oscharo Meshulam. Tanakama pense lui comme Rabbi Shimon ben Yochai qu'il faut lui donner un véritable salaire pour son travail sur la partie de Picadon. Et ceci n'est pas suffisant. Rabbi Yosef Rabbi Yuda savoir le voix. Rabbi Yuda pense comme son père, comme Rabbi Yuda, qui avait dit même une toute petite chose d'Amar Aflut Avalimol la Betzir, Vlachel Nogo Gratachat Zeuscharo. Ceci est suffisant d'après Rabbi Yosef et Rabbi Yuda, et donc c'est pour cela qu'il peut accepter, même s'il ne prendra que les petits dépôts de laine et du petit lait, qui n'est pas le véritable lait, c'est juste le dépôt du lait. Tanu Rabbanan, une autre braïta, l'agman nous dit Maskeret Isha lechaverta tarnegolet bishne efrochim. Une femme peut laisser à son ami, elle peut lui louer une tarnégolette, c'est-à-dire une poule, contre 2 poussins. Alors Rachid nous explique si c'est sous forme de srirout, c'est-à-dire de location. Il dit, donne-moi des œufs, et je laisserai ma poule couver tes œufs, je vais me fatiguer, je vais m'occuper des poussins, et ensuite je prendrai 2 poussins pour mon travail. Ça c'est permis. Mais une femme qui dit à son ami, regarde, la poule est à moi, ou betsim shelechi, tu amènes les œufs de chez toi, et toi et moi on partagera les poussins. Là nous avons une machloket. Rabbi Yuda matir, Rabbi Shimon oser. Rabbi Yuda permet et Rabbi Shimon interdit.
Pourquoi Rabbi Shimon interdit? Étant donné qu'ils ont parlé ici de partage de Chalouka, donc on revient à la Iska. La Iska qui est moitié-moitié, et donc puisque elle prend sur elle la moitié de la responsabilité des œufs, donc c'est Palga Milva, et la moitié de cette Milva, grâce à cette Milva, c'est-à-dire grâce à ce prêt, elle va se fatiguer, s'occuper de l'autre partie qui est Picadon, et nous avons un ribit, puisqu'elle ne prend rien. Alors la Gemara nous explique que Rabbi Yehuda lui permet, mais Rabbi Yehuda loba esra ramalo mzono. Pourtant, demande la Gemara, Rabbi Yehuda n'est pas d'accord qu'il faut quand même que cette femme reçoive un petit salaire pour la partie qui est picadone, pour son travail et pour ce qu'elle doit nourrir les poussins. La Gemara répond eka betzim muzarot. Il y a toujours dans des œufs qui ne pourront pas donner vie à des poussins, et donc ces œufs, elle les gardera, et c'est son paiement pour son travail sur la partie qui est picadone, et comme nous explique Rashi, puisque d'après Rabbi Yehuda, même une petite chose est suffisante, alors que d'après Shimon, il faut un véritable paiement. C'est pour cela que les œufs qui ne peuvent pas donner de poussins ne sont pas suffisants comme paiement. Nous allons nous arrêter ici, Tanu Rabbanan, vendra Bezrat Hashem. Nous poursuivons avec Merot Halacha d'Av Samechet. Bien que les Chachamim ont interdit de payer une amende lorsque le prêt n'a pas été rendu à temps, c'est seulement dans le cas de Derech Alva'a, lorsqu'il y a eu un prêt, et c'est parce qu'il y a Aramat Ribit, une ruse sur l'intérêt, c'est comme un Ribit. Mais lorsque c'est sous forme de vente, là les Chachamim n'ont pas interdit, puisque ceci ne ressemble pas à un Ribit. Donc le vendeur et l'acheteur peuvent proposer une amende dans le cas où les remboursements de l'achat ne seront pas faits à temps. Donc un homme qui vend tel objet à son ami, à condition que l'acheteur lui paye toute la somme jusqu'à tel jour. Ils peuvent entre eux poser cette condition que si jusqu'à tel jour l'acheteur n'a pas payé, il devra payer une amende de telle ou telle somme, à part la somme qu'il doit payer parce qu'il a acheté cet objet, qu'il devra aussi payer le knas, donc dans ce cas-là, c'est permis. Mais tout ceci n'a été dit que lorsque le knas est une somme précise qui n'augmentera pas avec le temps. Mais s'ils ont fait sorte de knas, on appelle en hébreu knas mitrabé, c'est-à-dire que tous les quelque temps, toutes les semaines, où il retardera dans le paiement, il devra payer encore une autre amende à chaque fois, là dans ce cas-là c'est interdit, puisque c'est un tachloum. Pourquoi? Parce que cet argent, l'argent de l'acheteur, l'argent du vendeur, qu'il doit recevoir, reste encore chez l'acheteur. Et donc là, c'est une autre forme de ribit qui est interdite. Parfois, même lorsque en Eretz Israël en particulier, on tarde à payer une note d'électricité, de gaz, ou à la mairie ou d'eau, il y a parfois une amende qui doit être payée pour toute semaine, tout mois de retard. Et donc dans ces cas-là, il faudra poser la question à un chacham, comment agir pour ne pas transgresser l'interdiction de ribit.